Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Face au développement figurant des technologies à travers le monde, le continent ne doit pas rester en rade. En effet, l'Afrique a l'obligation d'être plus qu'une simple consommatrice de technologies créées ailleurs. Elle doit produire, générer et détenir ses propres données, ses infrastructures et ses plateformes numériques. Ce qui passe en tout cas par la création de plateformes locales robustes et la réduction de la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères pour ainsi prétendre à une véritable souveraineté numérique. Pour ce faire, un ensemble de défis doivent être relevés au préalable. Comment veiller en Afrique à produire et contrôler nos données localement? Quelle place des infrastructures technologiques pour relever le défi de la souveraineté numérique? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de prévention des risques liés aux données personnelles. Au Nigeria, du 6 au 8 mai 2025, Abuja a été la capitale de la 8e édition de la conférence du réseau des autorités africaines de protection des données. L'objectif était de renforcer la coopération inter-africaine, identifier et combler les lacunes réglementaires, proposer des mécanismes concrets de conformité et établir un socle commun de standards numériques adaptés aux réalités africaines. C'est ainsi que les législateurs africains se sont dotés de mécanismes de régulation destinés à encadrer les nouvelles révolutions technologiques et à préserver le caractère sacré de ces données personnelles. Comment relever le défi de la protection des données personnelles dans un monde ultra connecté? Comment prévenir les risques liés à l'exploitation de ces données personnelles pour assurer sa souveraineté numérique? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, nous sommes avec nos deux invités pour en parler. Monsieur Gérard Dacosta, vous êtes ingénieur en cybersécurité, également IT trainer et IT consultant. Merci d'avoir bien voulu répondre présent une nouvelle fois, en tout cas, à notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, merci également à votre co-débatteur, M. Hassan Si. Vous êtes juriste, également spécialiste en droit numérique. C'est aussi un plaisir, M. Si, de vous retrouver sur ce plateau. Merci Daouda. Un plaisir également pour moi de venir à ce plateau de débrief. Merci beaucoup. Je vous en prie et j'en reviens à M. Dacosta. Comment aujourd'hui relever ces défis de la souveraineté du numérique sur le continent? Donc, bonne question. Donc déjà, avant même de répondre à votre question, il faut d'abord définir c'est quoi la souveraineté numérique. Pour les gens qui ne le savent pas. C'est le fait qu'un État puisse contrôler ses données personnelles, tout ce qui est par exemple information et ainsi de suite. Parce que nous savons que maintenant, ce qu'on dit la nouvelle pétrole ou l'or noir, c'est les données. Donc si un État a la capacité de contrôler ces données-là, d'où ils proviennent, comment on les gère, comment elles sont traitées, et ainsi de suite, là est la souveraineté numérique. Maintenant, par rapport à l'Afrique, nous, on est hyper dépendants des technologies externes. Donc aujourd'hui, on est dépendant des GAFAM. Nos données ne sont pas géographiquement là dans notre pays. Elles sont hébergées dans des centres ou voilà, dans des pays qui sont assez éloignés. Donc l'idée vraiment, c'est de faire une souveraineté numérique, mais une souveraineté repensée et maîtrisée. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour mettre en place ces infrastructures, il y a un coût. Et aussi, il y a aussi la partie humaine, des talents qu'il faut mettre. La formation de ces talents-là. Maintenant, par rapport à ça, peut-être l'Afrique n'aura pas les moyens de pouvoir vraiment le faire. Donc, il faut déjà une union, par exemple, de l'Union africaine, des différentes... Nous reviendrons tout à l'heure sur ces détails-là, voilà. C'est-à-dire la nécessité d'y travailler ensemble sur le plan régional, voire même continental. Mais au-delà aujourd'hui de cette nécessité de disposer d'infrastructures numériques, puisque vous l'avez rappelé, les données gouvernent le monde, donc il faudrait nos propres infrastructures pour stocker nos données. Mais au-delà de ces infrastructures locales, aujourd'hui, quels sont les défis à relever pour l'atteinte de cette souveraineté numérique-là, au-delà de la question des infrastructures? Donc il y a beaucoup de défis. Hein. Déjà, il y a les défis techniques que j'ai dit. Donc il y a par rapport à ces défis techniques, aujourd'hui il faut vraiment qu'on ait des gens qui sont capables de pouvoir gérer des infrastructures numériques, ce qu'on appelle des data centers. Donc, et aussi il faut aujourd'hui qu'on ait des data centers d'un pays ou des data centers continentaux qui appartiennent à l'Afrique, ou aussi créer des partenariats. Donc, par exemple, avec ces GAFAM, leur dire, vous pouvez implémenter vos serveurs en Afrique, mais nous allons contrôler comment vous traitez nos données. Et pour ça aussi, il faut des lois et des règlements
qui est très important. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de conventions qui ont été signées, de Malabo, etc. etc. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse les faire évoluer. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse prendre pour référence la RGPD qui est devenue maintenant une référence mondiale et on voit comment ils traitent la loi européenne sur la question de la protection et on voit comment personnelles. ils traitent les données. Donc par rapport à ça, on essaie de répliquer mais en adaptant par rapport à nos propres réalités en Afrique. Et après, vraiment créer l'infrastructure nécessaire, la culture nécessaire et aussi former les gens qui produisent ces données-là. Et en quelque sorte créer l'écosystème nécessaire en tout cas au développement de cela. Et monsieur, si selon vous, comment veiller en tout cas en Afrique à produire et à contrôler nos propres données? Il avait déjà commencé à développer là-dessus. Je pense que Gérard a déjà amorcé cette question par rapport à la protection des données pas données à caractère personnel, mais des données de façon générale, pour pouvoir véritablement prétendre à ce qu'on appelle une souveraineté numérique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comme Gérard l'a dit, en fait la souveraineté numérique doit se reposer sur plusieurs piliers. Donc il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect infrastructure. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en Afrique, on n'est pas producteur, mais on est consommateur d'infrastructures. Et malheureusement, on consomme toujours sans modération. Tu vois, les États sont là, il y a des stratégies et tout, mais derrière, il n'y a pas de base ou bien de fondement juridique capable véritablement de garantir une bonne protection des données à caractère personnel. Je m'explique. Quand on parle par exemple des données à caractère personnel, si on prend des pays comme le Sénégal fait partie des premiers pays en Afrique qui ont légiféré des lois visant à protéger nos données à caractère personnel. Mais si on fait le constat, ces lois datent de 2008. Donc de 2008 à 2025, il y a plusieurs évolutions qui ont vu le jour et qui ont fait que ces lois ne sont plus adaptées aux réalités de terrain. Et justement, sur cette question-là des données à caractère personnel, ce sera la thématique en seconde partie et nous y développerons davantage. J'aimerais qu'on reste aujourd'hui sur la question actuelle. Et selon vous, quelles opportunités aujourd'hui offre le développement de ces technologies numériques, surtout sur le continent africain? Plusieurs opportunités, il y a beaucoup d'opportunités parce que quoi qu'on puisse dire, le numérique c'est des opportunités que l'on doit exploiter tant du côté des gouvernements que du côté de la population. Par exemple, dans plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui, on note l'implication significative des technologies de l'information et de la communication. Il y a le secteur de l'éducation qui s'est transformé de façon drastique avec ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes de e-learning qui permettent aux gens de pouvoir faire des formations à distance, avoir des certifications sans pour autant se déplacer d'un pays à un autre. Dans le secteur de la santé, aujourd'hui, il y a la télémédecine que certains pays africains commencent à exploiter pour pouvoir véritablement assister les patients en ligne et pouvoir faire ce qu'on appelle des opérations. Dans le secteur de la finance, par exemple, aujourd'hui, auparavant, il y avait un circuit de la population qui était carrément exclu du secteur bancaire, mais avec les technologies de l'information et de la communication, on est en train d'assister à ce qu'on appelle une inclusion financière qui est aujourd'hui possible grâce aux technologies de l'information et de la communication. Du côté des États aussi, donc on voit que les États commencent à développer ce qu'on appelle des stratégies de transformation digitale, parce qu'on sait que la révolution du numérique peut être avantageuse au niveau des États si ces dernières ont cette capacité de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire de faire des politiques donc publiques visant à utiliser ce qu'on appelle les technologies avec des stratégies solides, capables véritablement de pouvoir faire des bénéfices pour la population. Des stratégies solides, des politiques publiques ainsi que aussi des textes législatifs et réglementaires pour encadrer tout cela. Et Gérard, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté au Sénégal. Vous y faites le diagnostic des différentes initiatives mises en place avant de proposer également des pistes de solutions. Dites-nous globalement, qu'est-ce qui est ressorti aujourd'hui de cet état des lieux du cyberespace sénégalais? Bon, d'une manière générale, le Sénégal est champion dans tout ce qui est texte et réglementation. On a tous les textes possibles et réglementations possibles dans tous les domaines du numérique. Donc derrière aussi, il y a des directions qui ont été mises en place, il y a tout ce suivi qui a été mis en place. Donc sur mon livre, j'ai d'abord regardé l'aspect juridique, l'aspect technique et tous les autres aspects. Donc j'ai vu que sur la partie juridique, on est très bien fourni. Mais sur la partie organisationnelle, il manque.
certaines choses, telles que il y a cette haute autorité de protection des données personnelles, donc que j'ai donné comme suggestion. Donc je suis même impatient de rencontrer le président de la CDP et discuter. Avant d'en venir à vos suggestions et proposer des solutions concrètes, j'aimerais qu'on reste d'abord sur l'état des lieux. Sur l'état des lieux que vous avez fait aujourd'hui. Donc si je fais l'état des lieux, d'abord on a sur l'aspect juridique la loi de la cybersécurité, on a aussi la loi sur la protection des données. Donc on a sur l'aspect organisationnel, on a la DCIC qui est l'agence, la haute agence de la cybersécurité. On a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie. On a aussi la division spéciale de la cybersécurité qui est partie des forces de défense. Donc on a vraiment aujourd'hui cette organisation-là qui permet vraiment de pouvoir vraiment répondre par rapport aux enjeux cyber. Maintenant, il reste beaucoup de choses telles que la sensibilisation, parce que aujourd'hui on voit que beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux, sur Internet, et même dans les écoles aujourd'hui, les matières numériques sont intégrées vers la fin, quand vous êtes en terminale, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, dès le début, l'étudiant doit commencer, l'élève plutôt doit commencer à pouvoir réfléchir sur ça. Donc ça, c'est formé sur ces questions-là liées au numérique. Et justement, vous aviez commencé à développer tout à l'heure là-dessus. À la suite de ce diagnostic que vous avez fait de cet état des lieux, quelles solutions concrètes proposez-vous aujourd'hui pour améliorer ce cyberespace aujourd'hui du Sénégal? Voilà, donc avec même Hassan qui est là, on a travaillé avec d'autres experts sur une réforme vraiment de la partie juridique du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le numérique va vite. Et aujourd'hui, notre loi date de 2008. On a essayé de faire une révision en 2016, mais jusqu'à présent, ce n'est pas passé. Et ça veut dire que 2008 à maintenant, notre loi n'a pas été révisée. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que la loi n'a pas pris en compte. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, cette loi aussi a permis la création de la CDP. Ça veut dire que la CDP existe. La Commission de protection des données depuis 2008. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'IA qui est venue et maintenant même la notion de données personnelles même est revue. Et même sa définition encore est revue parce que l'IA même a perturbé les choses. Il y a le blockchain, il y a le cloud. Et les technologies émergentes. Tout à fait. Donc tout ça aussi, même la position de la CDP doit être revue. Est-ce qu'elle doit évoluer à une haute autorité que de devenir une commission? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Et aussi, même aujourd'hui, la DCIC, aujourd'hui qui est là, qui est la haute autorité de cybersécurité aussi, j'en ai parlé, et aussi comment aussi le revoir en fait, sa position par rapport truc. Sur la partie aussi sensibilisation et formation, donc les écoles, dès le bas âge, même les DARA, même tout ce qui regroupe des jeunes, on doit insérer la culture cyber. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent plus les réseaux sociaux. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, on doit vraiment les inculquer cette valeur-là pour qu'ils savent qu'aujourd'hui, cette éducation numérique, et ça va leur permettre vraiment de pouvoir avancer par rapport à cette chose. Donc, c'est ces points-là que j'ai insisté. Et surtout, pour que ces points-là réussissent, il faut qu'au niveau étatique, nos dirigeants puissent mettre le numérique en avant. Et heureusement, je pense, avec ce nouveau gouvernement, ils ont compris que le numérique doit être en avant, d'où le New Deal technologie. Tout à fait. Réussir ce portage institutionnel-là du numérique, comme vous le dites. Et M. Si, le paysage numérique africain reste également largement dominé par des acteurs étrangers, ce qui accentue les vulnérabilités technologiques que nous connaissons. Et comment aujourd'hui veiller à inverser cette tendance pour faire du numérique un des moteurs de croissance aujourd'hui de notre économie? Ouais, merci Daouda par rapport à ce constat, et je pense que c'est un constat qui est général. Donc l'écosystème numérique africain est dominé par les étrangers, ce qui est malheureux pour des États qui prétendent vers une souveraineté numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait le numérique est très sensible. Les technologies que nous importons sont sensibles dans la mesure où les pays africains n'ont pas ce qu'on appelle des centres de rétro-engineering. Je parle sous le contrôle de Gérard. Des fois, on peut concevoir une technologie et te la livrer. Tu l'utilises au sein d'une administration. Alors que dans cette technologie, il y a des failles qui ont été incluses et que l'administration utilise cette technologie et y met ce qu'on appelle des données sensibles. C'est des choses qu'il faut éviter. Et maintenant, pour
pouvoir véritablement corriger cette imperfection, je pense que les États africains doivent faire confiance à l'expertise locale. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes talents en Afrique qui sont compétents, capables de produire des plateformes, capables de produire ce qu'on appelle des technologies, et que s'ils sont bien encadrés, bien formés, et que l'État met les moyens, donc ces jeunes peuvent produire des contenus que les États exportent au niveau des pays étrangers. D'autant plus qu'actuellement, on est à l'ère de la quête de l'information. Qui détient l'information détient le pouvoir. Moi, je ne trouve pas l'importance de pouvoir importer des technologies qui sont faites ailleurs, alors qu'au sein des États, il y a de l'expertise, il y a la connaissance qui est là, qui nécessite juste un encadrement. Et cet encadrement... faire confiance aujourd'hui à cette expertise locale-là. Et j'aimerais qu'on reste avec l'encadrement dont vous parlez. Je rappelle que vous êtes juriste et également spécialiste en droit numérique. Quelle contribution également de l'harmonisation des textes législatifs, que ce soit une harmonisation au niveau régional ou bien même une harmonisation au niveau continental, quelle contribution aujourd'hui pour relever ce défi de la souveraineté numérique-là? Oui, je pense que par rapport aux contributions, il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà faits qui entrent dans cette logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté que les textes ont besoin d'être refaits, les textes ont besoin d'être actualisés, et la question par exemple de la cybersécurité ou bien de la protection des données ou bien du numérique ne nécessite pas tout simplement une approche qui se limite à un État. Pourquoi? Parce que le numérique n'a pas de frontières. Et pour être puissant face aux technologies externes, il va falloir aller vers ce qu'on appelle une harmonisation des textes. Comme le RGPD, comme l'a si bien expliqué tout à l'heure Gérard, en Europe, ils sont parvenus à mettre en place un règlement général sur la protection des données qui impose des sanctions pécuniaires à l'endroit des personnes qui violent ce qu'on appelle aujourd'hui les obligations qui incombent aux responsables de traitement. Mais tel n'est pas le cas en Afrique, où chaque État essaie de légiférer de son propre côté. Les gens sont partis en solo et à un moment donné, ils se sont sentis fragilisés face aux GAFAM. D'ailleurs, c'est ce qui explique que lors des dernières politiques de confidentialité de Meta dans son intelligence artificielle, on a vu que beaucoup de pays africains n'ont pas été inclus et les utilisateurs africains n'ont pas ce qu'on appelle le droit d'opposition. Et c'est un droit qui est inclus dans ce qu'on appelle les lois internes. Mais qu'est-ce qui explique qu'on est faible par rapport à eux? Parce qu'on n'a pas une législation harmonisée. Et nous, véritablement, en tant que juristes, on plaide à ce que l'on ait un RGPD africain. Pas RGPD typiquement inspiré de la France ou bien de l'Europe, mais un RGPD qui au moins une loi continentale, une loi continentale, une loi harmonisée qui va regrouper les pays de l'Afrique de l'Ouest par exemple, qui sera une loi commune qui prévoit des sanctions très sévères. Mais l'Union africaine travaille déjà sur une charte, en tout cas pareil, pour la protection des données. Oui, en fait, le malheur en est que, comme le dit Gérard, en matière de texte, en matière de loi, on est champion. Mais en matière de l'application de ces textes, on est toujours en retard. Parler de l'Union africaine reviendra à dire, par exemple, la Convention de l'Union africaine sur la protection des données. Donc la Convention qui depuis sa mise en place, avait connu des retards par rapport à la ratification pour certains pays. Et cette Convention de 2014 même n'est plus à jour parce qu'entre-temps, il y a des évolutions qui sont là, qui n'ont pas été prises en compte par cette Convention. Même la Charte africaine que tu viens de citer, le problème qu'on pourrait avoir par rapport à cette charte, c'est le fait de les transposer au niveau interne. Parce qu'une loi ou bien une convention, autant pour moi, quand elle est signée au niveau communautaire, maintenant, il faut qu'elle soit ratifiée également. Le législateur national doit le ratifier et l'inclure au niveau du dispositif juridique interne. Même l'harmoniser avec son dispositif. Mais malheureusement, on voit toujours des retards ou bien des négligences. Ou bien même des contradictions par rapport au texte régional ou continental et au texte national. C'est ce qui explique très souvent que les conventions n'ont pas d'effet sur la lutte contre la cybercriminalité ou bien sur la lutte contre la protection des données à caractère personnel des pays qui l'ont ratifié. Et Gérard, tout à l'heure, nous parlions de technologies émergentes. Quel impact de ces technologies émergentes-là, comme la blockchain, le cloud et ces autres technologies émergentes, surtout sur cette question de la souveraineté numérique des États africains? C'est un impact positif, parce qu'aujourd'hui, je vais donner l'exemple de l'une de ces technologies qui peut même aider l'Afrique à pouvoir même aller beaucoup plus loin, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts qui disent que l'Afrique ne doit pas rater cette nouvelle révolution. Parce qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles à travers le monde, l'Afrique l'a raté. Et aujourd'hui, l'IA
devient une nouvelle révolution industrielle. Et nous ne devons pas la rater en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'IA offre beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui, sur le domaine économique, il peut nous aider à réfléchir comment l'Afrique peut développer son économie, comment l'Afrique peut développer son éducation, et ainsi de suite. Mais pour cela, on ne doit pas utiliser aussi des IA étrangères. On doit développer nos propres IA. Par exemple, aujourd'hui, si un Africain développe un IA, il va passer comme un Africain, pas comme un Européen. Donc aujourd'hui, il va connaître vraiment quels sont les vrais enjeux aujourd'hui qu'on a face à ces problématiques-là. Parce qu'on a plusieurs problématiques et ces technologies émergentes aujourd'hui vont nous aider. Donc aujourd'hui, même il y a la blockchain qui est là, qui peut même nous aider. Aujourd'hui, je donne le cas du Sénégal. Combien de problèmes de terre qu'on a aujourd'hui? Et aujourd'hui, la blockchain peut aujourd'hui régler cela. Donc, pas mal de choses. La question du cloud aujourd'hui, le cloud souverain. Donc, aujourd'hui, on voit que le Sénégal même a inauguré un data center, je pense, il y a 2 ans de cela ou autre. Tout à fait, à Diamniadio. Donc, il y a Google même qui est venu s'implémenter à Accra, si je ne me trompe pas, qui ont mis en fait leur siège là-bas. Donc aujourd'hui, on peut créer des partenariats, c'est ce que je disais tout à l'heure, une souveraineté intelligente. Parce qu'aujourd'hui, on a raté vraiment cette coche-là de pouvoir vraiment dire qu'on veut une véritable souveraineté. Parce que presque les matériels, toute cette technologie, ainsi de suite, c'est déjà détenu par... Donc on ne peut pas venir reprendre la roue en fait. Donc, mais l'idée c'est de créer une souveraineté réfléchie et intelligente. Une souveraineté réfléchie et travailler également de façon concertée en tout cas à créer des IA ou bien des intelligences artificielles qui nous ressemblent et qui contrôlent en tout cas, qui comprennent aujourd'hui le langage et les enjeux de ces Africains-là. Mais pour cela également, il faudrait relever aussi ce défi également de produire nos propres données. La question des données personnelles également, ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief, et une partie que je vais démarrer avec M. Hassan Sy, juriste et également spécialiste en droit numérique. D'ailleurs, dès la première partie, vous aviez tenu à développer en tout cas sur les questions de données personnelles. Nous y arriverons d'ailleurs. Comment relever aujourd'hui ce défi de la protection des données personnelles dans un monde ultra connecté, je le disais en introduction? Ouais, d'ailleurs, mais dire que j'ai débuté avec les données à caractère personnel parce que c'est une question qui me tient à cœur. Moi, j'aime trop la protection des données à caractère personnel parce que, comme l'a expliqué tout à l'heure Gérard, aujourd'hui, les données font partie de ce qu'on appelle l'or 2.0. Elles sont très convoitées par les GAFAM. Maintenant, revenons à votre question. Donc, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de défis qui gravitent autour de l'écosystème de la protection des données à caractère personnel. Et parmi ces défis, on peut citer le cadre juridique. Je l'avais dit à l'entame de mes propos. Depuis 2008, on a une panoplie de lois. Parce qu'en 2008, le législateur a pris ce qu'on appelle beaucoup de lois, notamment la loi sur la société d'information, d'orientation sur la société de l'information, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi 2008-12, la loi sur la cybercriminalité et la loi sur les transactions électroniques et une loi sur la cryptographie. Mais maintenant, comme on a l'habitude de le dire, les technologies courent à une vitesse exponentielle et le droit est obligé de réglementer, réguler. Donc du coup, si on ne met pas à jour notre cadre juridique, il y aura un décalage entre les réalités et l'état actuel de la révolution du numérique. Raison pour laquelle il faut impérativement faire évoluer ces lois, mais aussi renforcer ce qu'on appelle les pouvoirs des autorités de régulation. Actuellement, on a la CDP, la Commission de protection des données à caractère personnel, qui est une autorité administrative indépendante visant à réguler et à réglementer ce qu'on appelle l'écosystème de la protection des données. Mais cette autorité, cette commission, autant pour moi, n'est pas encore une autorité, mais n'a pas tous les moyens nécessaires pour faire le travail. Pourquoi? Parce que la question de la protection des données à caractère personnel inclut tout le monde. Que ce soit le vendeur de guetté qui est dans le coin, que ce soit l'élève, que ce soit la personne qui est un peu partout au fin fond du Sénégal, dès l'instant qu'elle produit des données, elle est considérée comme une personne faisant l'objet de traitement d'une donnée à caractère personnel. Et si cette personne n'est pas bien éveillée, n'est pas bien sensibilisée, donc forcément, ces données peuvent être utilisées sans son consentement ou bien sa vie privée. Et justement, vous le rappeliez tout à l'heure, les derniers textes, en tout cas législatifs, datent de 2008, même si en 2016, on a noté en tout cas quelques réaménagements, avec même le code pénal et le code de procédure pénale, où certaines dispositions prenaient en compte ces questions-là dans les modifications qui ont été apportées. Mais selon vous, quelle politique aujourd'hui mettre à place pour mettre
mettre en place pour mettre à jour ces dispositifs-là afin de mieux protéger les données de ces concitoyens-là et même des États? Ouais, je pense qu'il faut impérativement aller vers des assises juridiques et convoquer tout ce qu'on appelle les parties prenantes, que ce soit les experts locaux, que ce soit les entreprises, que ce soit les responsables de traitement. Il faut véritablement des assises où l'on fera ce qu'on appelle une étude approfondie des textes, voir ce qu'on va changer, ce qu'on ne va pas changer. Parce que je me rappelle, on l'avait fait en 2018 à Saly, j'étais dans un atelier d'actualisation de la loi actuelle de 2008. Mais depuis lors, donc c'était un projet de loi. Depuis lors, on a vu que cette loi n'a pas été ratifiée et entre-temps la technologie évolue. Donc du coup, pour pouvoir être à jour et répondre aux normes et standards internationaux, il faut aller vers ce qu'on appelle des assises juridiques, revoir en intégralité, en profondeur les textes, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut mettre pour que demain, parce que si on ne le fait pas, on peut s'attendre à demain à ce qu'il y ait une infraction sur les technologies de l'information et de la communication et il y aura un vide juridique parce qu'il n'y aura pas d'article ou bien de texte qui a prévu que telle infraction faite via les technologies de l'information, notamment l'intelligence artificielle, donc a été prévue par tel ou tel article. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou pas. Parfaitement. Mais... Et d'ailleurs, pour ce genre de cas, des fois, même le législateur ou bien les juges plutôt, même peuvent faire appel à la jurisprudence ou à l'interprétation de certains des textes de loi existants. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut le faire. Il faut aussi convoquer les acteurs sur des ateliers de partage et de réflexion visant à s'inspirer des modèles internationaux parce qu'il y a beaucoup de modèles actuellement qui peuvent servir de base pour pouvoir construire un écosystème juridique capable de protéger nos données à caractère personnel. S'inspirer des modèles internationaux et surtout les adapter à nos réalités locales également, c'est important. Et Gérard, ces données-là peuvent être considérées comme des informations qui ont été traduites sous une forme efficace pour le mouvement ou le traitement, généralement grâce à l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones ou d'autres, en tout cas, outils. Nous sommes ainsi dans ce qu'on appelle l'ère des données. Vous l'avez rappelé, les données aujourd'hui, c'est une denrée ou bien une ressource importante, ce qui conduit en tout cas à une utilisation accrue de ces données-là. Mais ce retour exponentiel aux données, Gérard, est-ce que cela n'augmente pas également les problèmes de sécurité pour la protection des données aujourd'hui personnelles? Oui, bien sûr. Le fait qu'on recourt sans cesse à ces données aujourd'hui, en fait, pour pouvoir faire fonctionner ces machines, surtout avec les technologies émergentes. Voilà, donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc aujourd'hui, plus on produit des données, plus on est exposé. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'or noir. Donc c'est la cyber-or, maintenant l'or 2.0 ou comment on l'appelle. Donc les gens sont intéressés par les données. Et aujourd'hui, la surface d'attaque augmente parce que pour mettre en place ces données, j'ai parlé de mettre en place des data centers, de mettre en place des serveurs, etc., de mettre tout l'écosystème qui va collecter toutes ces données-là. Et ce qu'on oublie derrière, ces données-là, avant même que ces données ne produisent, il y a d'abord l'infrastructure. Effectivement. Et donc cette infrastructure-là, si on ne la protège pas, on augmente le risque, le cyber-risque en fait. Et par rapport à ça, il faut, comme on le dit, hein, je pense que j'avais assisté à un webinaire et il y avait une personne qui longtemps j'avais su cela, mais sur Google, allez sur Google. Donc aujourd'hui, si vous faites des recherches par exemple dans certains pays, vous n'allez jamais voir qu'on affiche les camps militaires ou certains data centers. C'est grisé en fait. Vous ne pouvez pas voir rien du tout. Mais en Afrique, c'est le contraire. Aujourd'hui, on sait là où on a nos data centers, là où on a nos bases militaires. Alors que ce sont des questions de sécurité intérieure. Donc aujourd'hui, par rapport à cela, déjà, première chose, c'est d'abord la formation. Moi, j'aime toujours l'aspect humain. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des logiciels, tout ce qu'il faut pour contrôler et protéger ces données-là. Mais ces données-là peuvent être corrompues d'une simple action humaine. Donc c'est pourquoi l'être humain doit être formé, accompagné et sensibilisé. Donc ces trois points-là doivent vraiment retenir l'attention de toute personne qui veut mettre en place un système et qui veut sauvegarder ses données. Il faut former l'homme, il faut l'accompagner, il faut le sensibiliser. J'aimerais qu'on reste avec cette formation et cette nécessité en tout cas de maîtriser ces questions-là. D'ailleurs, la progression de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le continent a aussi fait accroître ces menaces-là sur la sécurité et la confidentialité de nos données. Face à l'IA aujourd'hui, comment redéfinir la façon d'interagir avec les technologies et même gérer sa vie numérique face à l'IA? En tout cas, c'est très compliqué actuellement. Même les gens font maintenant la confusion entre aujourd'hui une création humaine et l'IA. Tout à fait. Je pense sur LinkedIn, il y a une personne qui avait publié un texte qu'il avait fait, je ne sais pas,
en 1900. Là, on ne parlait même pas d'IA comme ça. Et il a fait analyser son texte par l'IA et l'IA lui a dit que ça a été produit par une IA 80%. Alors que c'est le texte qu'il a produit lui-même. Et après, le gars a montré les preuves en disant est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à le problème de fiabilité même des informations que donne ces IA. Donc c'est pourquoi en fait, c'est toujours cette notion-là qui vient. Pour utiliser l'IA, il faut d'abord maîtriser toi ton domaine. Et maintenant, l'IA, c'est qu'un outil. Un outil qui te rend beaucoup plus performant et qui te rend beaucoup plus rapide par rapport à ce que tu fais. Maintenant, même pour les menaces, donc l'IA a créé de nouvelles formes de menaces. Donc c'est ça qu'on appelle les APT, donc des menaces avancées et persistantes. Donc ça veut dire que ces menaces-là, les systèmes conventionnels ne peuvent pas les reconnaître parce que c'est des menaces qui prennent n'importe quelle identité. Et c'est des menaces qui vraiment peuvent voler vos données sans que vous le sentiez. En tant qu'expert en cybersécurité, pouvez-vous nous en partager quelques-unes de ces APT-là? Donc par rapport à ces APT-là, je peux donner même l'exemple d'un célèbre verre que même on a dit que c'est la CIA qui l'a développé, Stuxnet qui l'a développé. Ils ont développé un verre qu'ils ont mis sur Internet pendant des années. Et l'idée c'était de viser les centrales nucléaires iraniennes. Et quand ils ont mordu à l'hameçon, donc ils ont permis de retarder de 20 ans, voire 10 ans même le projet nucléaire de l'Iran. Donc, et cette menace-là a été autonome. Ils l'ont créé, ils l'ont mis sur Internet. Il n'avait qu'une seule mission, attaquer ce qu'on appelle des SCADA. Et les SCADA, c'était de vieux machines que les Iraniens ont pris, ils l'ont mis dans leur centre et ils avaient isolé leur système en fait. Et ils ont infecté tout Internet. Donc ça veut dire que nous, durant une période même, on avait ce type de truc et ça nous a même pas touché parce que sa mission, c'était pas les machines mais c'était des SCADA. Donc on a aussi ce qu'on appelle des malwares évolués. On a aussi le deepfake. Aujourd'hui, les gens sont capables de créer une vidéo. Si on ne fait pas attention et que vous n'avez pas les moyens de prouver que c'est pas à ce moment-là vous étiez avec telle ou telle personne, on risque vraiment de dire que c'est vous. Tellement la vidéo est parfaite en fait. Et ces menaces-là aujourd'hui font peur. Donc il y a ce qu'on appelle aussi des malwares ciblés. Donc on les crée, on les met sur Internet. Leur mission a une cible bien définie en fait. Et eux, c'est seulement ça leur mission. Et parfois même il y a ce qu'on appelle des malwares invisibles. Parce qu'en fait aujourd'hui les APT, quand on l'explique parfois même, on pense, est-ce qu'on ne décrit pas un être humain? Donc ils ont une capacité d'évasion. Donc dès qu'ils rentrent dans un système, qu'est-ce qu'ils font en premier? C'est regarder quels sont les chemins où ils vont utiliser pour pouvoir s'échapper. C'est vrai, c'est vrai. Et ils utilisent le déplacement latéral. Un voleur, quand il rentre quelque part, pour éviter les caméras, il ne va pas marcher au milieu. Effectivement. Il va longer les murs jusqu'à peut-être il y a une caméra et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils vont faire. Et ils ont une capacité de camouflage. Ils peuvent venir dans le système. Si le système dit par exemple, tous les gens qui portent du blanc, ils ne vont pas rentrer. Dès qu'ils voient qu'ils vont être d'abord vers la porte, parce que dans des systèmes, il y a plusieurs couches de sécurité, ils vont voir que tous ceux qui portent du blanc, on les cherche. Ils vont aller porter du noir et ils vont rentrer dans ton système. Et dans ton système, quand il sera dans ton système, il va se déshabiller et il va commencer. Et dès qu'on va le repérer, il va aller se cacher, il va encore se masquer. Il va être... Donc, c'est un jeu de hasard en fait. Un système assez intelligent et très performant également. Et j'aimerais interpeller sur un autre point, l'accès à ces technologies également, ainsi que le recours aux services multiformes qu'elle offre, pose toutefois aussi avec acuité le problème de la protection des données aujourd'hui des personnes et je le disais également de leur vie privée. Pour ce qui est de l'adoption des textes législatifs et réglementaires, quelle efficacité aujourd'hui des lois nationales? Bon, on a des lois, mais qui ne sont pas assez efficaces. Je le dis en toute franchise, ces lois ne sont pas assez efficaces parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'insuffisances, il y a beaucoup d'incohérences par rapport aux lois. Donc peut-être les autorités sont en train de le corriger, espérons qu'ils sont en train de corriger ces lois, mais quelque part, on voit que ces lois ont laissé en rade les menaces les nouvelles types de menaces, comme l'a dit tout à l'heure Gérard. Parce qu'actuellement, la loi a juste prévu des sanctions à l'endroit, par exemple, de l'écosystème des technologies numériques de façon générale. Mais de façon spécifique, il n'y a pas
une loi relative à l'intelligence artificielle, supposons la régulation de l'intelligence artificielle, on a juste une stratégie nationale, donc, mais il n'y a pas une loi. Par rapport à la protection des infrastructures critiques, par exemple, qui génèrent des données dites sensibles, il n'y a pas une loi spécifique à la protection de ces données. Et actuellement, on est en face d'un monde où tout État peut se faire attaquer du jour au lendemain. Il y a la question de la géopolitique. Et du coup, il fallait mettre en place des lois capables de protéger notre écosystème. Mais je dis, bon, peut-être ils sont en train de corriger, mais s'ils ne le sont pas encore en train de le faire, pour moi, il est temps de le faire et de pouvoir véritablement mettre en place. Nous l'avons dit également tout à l'heure, la question même de la protection de ces données, que ce soit des États ou même des personnes, relève même de la sécurité intérieure. Nous le disions tout à l'heure avec Gérard. Parce que Gérard a parlé tout à l'heure de la question des data centers. Gérard a parlé tout à l'heure de la question, par exemple, des bases militaires. Ça entre dans ce qu'on appelle la sécurité publique. Parce qu'aujourd'hui, les données de l'État qui ont été volées, donc c'est quelque chose qui peut faire mal à un pays. D'autant plus qu'on tend vers des événements qui sont tout proches, les JOJ de 2026 qui seront là, les Jeux olympiques de la jeunesse. Il va falloir mettre en place des barricades, donc du point de vue juridique, pour pouvoir garantir une sécurité, même si la sécurité à 100% n'existe pas, je parle sous le contrôle des experts, avoir au moins une sécurité optimale pour garantir nos données à caractère personnel et plus nos données sensibles que génèrent très souvent les États. Et dans ce cadre, ne faudrait-il pas davantage renforcer également la coopération inter-africaine? Oui, c'est une question qu'il faut mettre en avant, parce que la coopération est la base de la lutte ou bien la base de la protection des données à caractère personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, le numérique n'a pas de frontières physiques. Aujourd'hui, une personne qui se trouve à l'autre bout d'un autre pays peut faire des infractions au Sénégal via ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication. S'il n'y a pas de coopération, si les États continuent de légiférer, bien de réguler de façon en singleton, donc par moment, certaines infractions peuvent nous échapper. D'autant plus que la loi a ce qu'on appelle le principe de territorialité. Les lois qui s'appliquent au Sénégal ne peuvent pas s'appliquer au Mali. Ce qui peut nous servir de base juridique, c'est justement cette coopération entre États qui pourra permettre, par exemple, d'identifier des cybercriminels qui sont dans d'autres pays et qui commettent des infractions sur le territoire sénégalais. Et comment se prémunir, Gérard, de ces systèmes performants et intelligents dont vous parliez tout à l'heure, qui peuvent être aujourd'hui dans votre ordinateur ou vos outils, se développer au fil du temps avec des missions bien définies? Comment se prémunir aujourd'hui de ce type d'attaque assez intelligente et également assez performante? Cette question me rappelle mon projet de mémoire que j'avais fait, l'intelligence artificielle et la sécurité informatique. Et en bas, j'avais même fait une réponse où les membres du jury avaient rigolé en fait. Pour battre l'IA, il faut avoir l'IA. Seul l'IA peut battre l'IA. Donc aujourd'hui, les cybercriminels... Vous êtes de ceux qui pensent que l'humain ne peut pas battre l'IA? Non, non. Et je vais donner l'exemple. Pourquoi. L'humain seul ne peut pas avoir les outils nécessaires pour battre l'IA. Pourquoi? L'IA, c'est d'abord une machine. Ça veut dire que l'humain, à un moment, il va aller dormir. L'humain est occupé. Il a une vie familiale, etc., etc. Donc, quand tu es un admin réseau, ça ne veut pas dire que tu seras H24 fixé au système d'information. Alors que l'IA peut être H24 fixé au système d'information. Donc, durant mon projet de mémoire, on a eu à parcourir une attaque. L'attaque s'est passée minimum 5 secondes. Dans les 5 secondes, la machine qui a riposté, qui avait une IA, l'IA qu'elle utilisait, a pu stopper l'attaque en moins de 5 secondes, alors que c'était une attaque de ransomware. Donc quand le programme est venu dans la machine, automatiquement le système l'a détecté et l'a poursuivi. Et le système commençait à analyser les fichiers à une vitesse folle. Et au même moment, le système IA a calculé la vitesse auquel le système analysait et il s'est mis à une vitesse beaucoup plus rapide et à sauvegarder les données et à isoler la machine. Et ça, un être humain ne peut pas le faire. Tout à fait. Vous avez vu. Donc, l'être humain peut battre l'IA en ayant l'IA comme allié. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels, pour pouvoir encore mieux battre leurs compagnons humains, ils ont utilisé l'IA. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi, pour mieux pouvoir résister, on doit utiliser l'IA. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit qu'il y a maintenant presque tous les logiciels de cybersécurité utilisent l'IA. Il y a Sophos avec Intercept X. Il y a Fortinet qui est un logiciel qui permet vraiment de faire du firewalling, etc. Ils ont mis l'IA. Il y a l'IA presque partout. Et il y a un premier logiciel
actuellement, je pense peut-être c'est le seul pour l'instant, Darktrace, qui est un logiciel que des mathématiciens ont créé, et il fonctionne comme le corps humain. De base, il ne connaît aucune menace. Dès que la menace vient en temps réel, c'est là qu'il va analyser à une vitesse folle et créer ce qu'on appelle antigénat. Ça vous rappelle quoi? Les antigènes. Donc ça veut dire qu'il génère une reprise en fonction de la menace qui est présente dans le système et à une vitesse très folle, comme le corps humain, comment le corps humain réagit. Dès qu'il y a un produit qui n'appartient pas au corps humain, automatiquement ça déclenche et ça crée une antigène. Et d'où l'intérêt de la maîtrise en tout cas de cet outil-là qui est lié à l'intelligence artificielle. Et j'aimerais, Gérard, qu'on aborde un autre point, c'est-à-dire le droit à l'effacement. Voilà. Ce droit à l'effacement est un droit reconnu à toute personne d'obtenir du responsable de traitement la suppression de ses données à caractère personnel. Ainsi donc, toute personne aujourd'hui dont les données personnelles ont été collectées peut en exiger la suppression. Toutefois, ce droit se heurte à l'ingéniosité des technologies émergentes, la blockchain et autres. Comment aujourd'hui relever ce défi et du droit à l'effacement face à la blockchain aujourd'hui? Si l'on sait que la blockchain fonctionne grâce à ces données-là, alors que la personne a ce droit-là à l'effacement, comment relever aujourd'hui ce défi-là? Bon, c'est comme on l'avait dit à l'entame, il faut qu'on maîtrise nos technologies. Il faut qu'on ait des technologies auxquelles ça nous appartient en fait. Et aussi, au-delà de cela, il faut que les gens puissent être formés, sensibilisés, accompagnés. Ça veut dire que par rapport aux données qu'on met, est-ce qu'on doit mettre toutes les données sur Internet? Est-ce qu'on doit mettre toutes nos données sensibles? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, si l'opérateur ne veut pas supprimer votre données, il peut même fournir des preuves en disant qu'il a supprimé. Mais est-ce que réellement il a supprimé? Surtout avec l'usage de certaines intelligences où les personnes mettent des documents et des photos, tout sur l'intelligence qui est conservée également. Je pense qu'il y a ChatGPT ou je ne sais pas, un IA qui avait fourni un rapport en disant que même les gens mettent des documents sensibles sur l'IA et lui disent d'analyser en fait. Des documents ultra sensibles. Vous avez vu? Et c'est pourquoi moi je dis la question n'est pas technique plutôt, mais elle est logique en fait. Il faut former les gens sur l'utilisation et comment traiter les données en fait. Est-ce que moi, c'est tous les données que je fais? Et moi, j'aime toujours donner l'exemple d'une maison. Est-ce que c'est tous les recoins de notre maison qu'on poste sur Internet? Non. Donc, une fois qu'on a cette mentalité-là, sur Internet, on va dire, mais est-ce que nous, on doit mettre toute forme de données par rapport à cela? Et aussi, il faut savoir que ces responsables de traitement, la majeure partie sont des étrangers. Donc aujourd'hui, prenons le cas de Orange, etc. et autres, leur maison mère n'est pas ici. Donc ils ont des directions, ils ont vraiment des sièges ici, mais la maison mère, la maison mère qui définit la politique en fait par rapport à cela. Et qui stocke également les données. Et donc aujourd'hui, c'est à nous qui produisons les données, d'être attentifs par rapport à ce que nous mettions. Mais est-ce que cela voudrait dire également, à bien vous écouter Gérard, est-ce que cela voudrait dire que le droit à l'effacement n'est pas compatible aujourd'hui avec la blockchain ou bien ces autres également technologies émergentes? Dans les pays développés, c'est compatible. Mais ici en Afrique, ce n'est pas compatible parce qu'on ne maîtrise rien du tout derrière en fait. Et aussi, il y a cette mentalité-là qui évolue. En Europe, aujourd'hui, si quelqu'un dit « effacez tous mes données », je donne un exemple. Les personnes-là qu'on vole leurs données, ça veut dire que physiquement, vous existez, mais en ligne, vous n'existez pas. Vous n'avez accès à rien du tout. Mais en Afrique, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, si on volait les données d'Hassan, on sait que tel, c'est Hassan. Aujourd'hui, on a même une capacité de pouvoir prouver c'est lui et il peut reprendre. Donc aujourd'hui, il y a cet encadrement-là qu'on doit revoir. Nos lois sont vétustes. Aujourd'hui, la loi du 25 janvier 2000 ne prend pas en compte ces nouvelles technologies émergentes. Aujourd'hui, je donne l'exemple. Si, par exemple, moi, je crée un système un système blockchain qui permettait vraiment de gérer les gestions de terre et que demain il y a un problème. Comment va être traité ce problème-là? Parce qu'aujourd'hui, nos lois n'ont rien prévu concernant ces questions-là. J'aimerais interpeller Hassan sur un dernier point avant que l'on termine. Hassan, selon vous, comment aujourd'hui concilier innovation et protection des données personnelles, surtout par rapport à votre domaine, à savoir les questions de droit numérique? Ouais, il faut, avant même de répondre à votre question, par rapport à tout à l'heure, le droit à l'effacement, il faut comprendre aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la viralité. Je donne un exemple très concret. Quand je poste une photo, par exemple, ou bien quand un site poste une photo de moi et que je réclame mon droit à l'effacement, j'écris au site pour qu'il supprime la photo. Avant que le site
puisse supprimer la photo, il y a des gens qui ont téléchargé la photo. Il y a 1000 personnes qui ont capturé ou bien 500 personnes qui ont capturé la photo, qui l'ont téléchargée. Et derrière, est-ce que je peux poursuivre toutes ces personnes pour leur dire de supprimer la photo? C'est impossible. C'est pourquoi le droit à l'effacement est un peu compliqué avec l'effet de ce qu'on appelle le phénomène de la viralité. Maintenant, par rapport aux innovations et à la protection des données, il faut chercher ce qu'on appelle l'équilibre. Il faut responsabiliser les opérateurs, responsabiliser aussi les ayants du web, par exemple. Actuellement, au Sénégal, si on prend le cas des GAFAM, Gérard l'a dit à l'entame de ses propos, ils n'ont pas de répondant direct au Sénégal, ils n'ont pas de bureau fixe, ils n'ont rien. Mais malheureusement, la majeure partie de nos données à caractère personnel qui fuitent s'opèrent sur leur plateforme, sont détenus par ces géants. Et d'où l'intérêt, en tout cas, pour nos États, comme nous l'avons dit tout au long de cette émission, de travailler ensemble aujourd'hui sur des législations beaucoup plus robustes, qui soient au niveau régional ou bien même au niveau continental, afin de pouvoir mieux faire face aujourd'hui à ces mastodontes-là de l'Internet ou bien même du numérique que sont les GAFAM. On a vu l'Europe qui l'a réussi avec la DMA et la DSA. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Hassan Sy, vous êtes juriste, également spécialiste en droit numérique. Merci encore d'avoir été avec nous. Ce fut votre première participation et ça a été un honneur de partager ce plateau avec vous. Merci également à vous de nous avoir pensé et de nous avoir invités à ce plateau d'une importance capitale. Donc je remercie aussi mon frère Gérard et de passage je fais un big up à l'ADN, notre association africaine des droits du numérique, donc qui sont des consultants aussi très expérimentés dans le domaine. Et vraiment, merci, c'était un plaisir. Merci également, le plaisir est partagé. Vous aviez en face de vous M. Gérard Dacosta, ingénieur en cybersécurité, IT trainer et IT consultant également. Toujours un plaisir aussi, Gérard, de partager ce plateau avec vous. Et nous attendons également impatients votre livre blanc sur ces questions de cybersécurité. Merci beaucoup, vraiment. C'est toujours un honneur de venir partager ce plateau parce que pourquoi j'aime bien cette émission? En fait, cette émission, vraiment, elle est intense. Et aujourd'hui, les sujets qui sont développés, si elles ne sont pas maîtrisées, il y aura un décalage. Et j'aime toujours, en fait, cette émission parce que vraiment, ça pousse vraiment à se dépasser pour soi. Maintenant, le livre blanc, pourquoi je l'ai écrit, c'est vraiment pour le Sénégal. C'est pas pour l'Afrique aussi, pour le monde. C'est pas vraiment un outil de critique, de contestation pour dire aux gens que voilà, vous n'avez rien fait. Mais au contraire, c'est pour leur dire, vous avez fait, voici vos limites. Maintenant, voici ce qu'on peut ajouter pour rendre meilleur le travail que vous avez fait. Une contribution de votre part. Merci en tout cas pour cette générosité dont vous avez fait montre. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.